Bonsoir, vous êtes au rendez-vous du 20h d'information sur Bénin TV. Voici les titres. 2026, tournant important pour les réformes politiques qui vont culminer avec les élections générales et l'avènement d'un nouveau président du Bénin. Les grands jalons de ce rendez-vous et ses enjeux dans ce journal. Le Bénin, hôte du Togo, de la Côte d'Ivoire, du Niger autour du projet COSO, dit de cohésion des régions nord du golfe de Guinée. Parmi les délégations hôtes, celle remarquée du Mali, écho du forum ouvert à Cotonou dans ce journal. À l'étranger, on ira en RDC où le M23 promet de libérer le pays après sa prise de Goma. En France, avec cette explosion de saisie de drogue, aux États-Unis où Trump signe un décret excluant les athlètes transgenres des sports féminins. Bienvenue à ce journal. Je vais l'annoncer en titre. 2026 ouvre au Bénin un tournant majeur pour les réformes politiques engagées sur l'alternance démocratique. 2025, année d'élection générale projetée. 2026, année d'élection générale projetée. Pour cette même année, le pays va élire son nouveau président. 2025 est donc l'année préélectorale qui sera ponctuée de plusieurs actes importants. Le desk politique nous offre ici un aperçu de ce calendrier électoral et ses enjeux. C'est le dossier réalisé par Simon Villon et Rajita Biomaman. Mais en attendant de retrouver ce dossier, les images de ce dossier, on va passer à une autre actualité. Le Bénin accueille, comme je l'avais aussi indiqué dans la vitrine de ce journal, eh bien le Togo, la Côte d'Ivoire et le Niger, tous États bénéficiaires du projet COSO, projet de cohésion des régions nord du golfe de Guinée. À ce forum ouvert sur la cohésion sociale, la délégation malienne a été très remarquée, celle des PTF aussi, des partenaires techniques et financiers, ainsi que des membres du gouvernement. Voici le reportage. Quels sont les pas qui ont été franchis? Qu'est-ce qui reste à améliorer pour que la présidence prochaine de la Côte d'Ivoire, que cette présidence se déroule encore mieux que ce que nous on a connu avec le Togo et le Bénin. Le présent forum du COSO, Comité régional de coordination du projet de cohésion sociale des régions nord du golfe de Guinée, est l'une des activités marquantes de la présidence du Bénin. Votre mobilisation sans faille pour ce forum régional est une preuve éloquente de notre détermination à tous à bâtir ensemble des sociétés plus unies et plus résilientes. À travers cette plateforme de concertation et de collaboration, nous poursuivons plusieurs objectifs essentiels. Le thème du forum « Gouvernance locale et cohésion sociale dans les régions nord du golfe de Guinée » est d'une pertinence indéniable. Il nous invite à examiner ensemble la gouvernance locale dans nos 5 pays et ses implications pour la consolidation de la paix et du vivre ensemble. Enfin, je tiens à souligner que ce forum est l'un des derniers actes marquant la présidence du Bénin à la tête du COSO. Malgré la situation sécuritaire dans certaines régions du nord Bénin, la Banque mondiale révèle et apprécie les progrès significatifs du pays en matière de bonne gouvernance et de cohésion sociale. Plus de 648 000 personnes ont bénéficié des infrastructures socio-économiques et climatiques qui ont été mises en place dans le cadre de ce projet à présent. Plus de 10 000 membres des associations ont été formés au niveau des villages et cette dynamique se poursuit pour justement faire en sorte que plus de 2300 sous-projets puissent continuer dans leur mise en œuvre. D'une manière globale, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Togo, bénéficiaires du projet COSO, ont acquis des pistes rurales, des centres de santé, des écoles. De même, éleveurs et agriculteurs sont en synergie à en croire les populations bénéficiaires. Toutefois, les enjeux de cohésion sociale restent plus que jamais d'actualité. Les représentants des pays membres, ainsi que le Mali et la Banque mondiale, vont donc approfondir les questions cruciales de la bonne gouvernance et ses impacts sur la durée. Retour sur le dossier de ce journal annoncé précédemment qui fait focus sur 2026, année d'organisation des élections générales où le pays va élire son prochain président. 2025, année préélectorale donc,
qui sera ponctué de plusieurs actes importants. On voit les jalons ici et les enjeux dans le dossier signé Rachida Biomoman. Janvier 2026 pour les élections législatives et communales. Avril 2026 pour l'élection du duo président de la République, vice-président de la République. D'abord, l'identification des électeurs. C'est pour cette raison que la loi demande à l'ANIP, 180 jours avant les législatives et communales, de communiquer à la Sénat les statistiques relatives au nombre d'électeurs. C'est ça qui permet à la Sénat de prendre toutes les dispositions au plan logistique, au plan matériel, pour commencer à préparer les élections. La liste définitive devra être remise 60 jours avant les élections législatives en question. Ça veut dire que dès juillet 2025, il faut déjà que les statistiques soient communiquées à la Sénat. Ensuite intervient la phase de dépôt des dossiers de candidature. Dès octobre 2025, il y a déjà le dépôt des dossiers de candidature pour l'élection du duo président de la République, vice-président de la République. Ça fait à peu près 6 mois avant avril 2026. À la fin d'octobre 2025, il faut le dépôt des dossiers des candidatures aux élections communales. La loi demande que ce soit 75 jours avant le scrutin du 12 janvier. Toujours en 2025, en novembre, il faut le dépôt des dossiers de candidature pour les élections législatives. Là, la loi demande que ce soit 60 jours avant les élections législatives. Avant ça, il y a des choses à faire. Aller déposer le cautionnement, être choisi par son parti politique, rechercher les parrainages et faire tout ça pour que tout le dossier soit prêt de façon à être déposé déjà début octobre 2025. Au lendemain de Noël, soit le 26 décembre 2025, la campagne électorale pour les législatives et les communales débute et celle de la présidentielle se tiendra fin mars 2026. 2025 sera nécessairement une année intense, éventuellement agitée et j'espère pas une année de tension. Il est normal de considérer que ça va être une année d'intense tractation. Comment ça va se passer à l'intérieur des familles politiques? Comment est-ce qu'on va dégager ces candidats d'ailleurs? Y aura-t-il des primaires? Donc une espèce de mise en bouche, en cas de pré-compétition. Et donc à l'intérieur même des partis politiques, des familles politiques, il va sans dire déjà que la compétition sera forcément vive. Pour l'instant, tout semble calme chez les politiques. Le calme avant la tempête électorale que chacun souhaite apaisante. On peut donc appeler les acteurs à beaucoup de responsabilités, mais aussi à des comportements d'éthique, puisqu'il faut éviter les attaques personnelles. Il faut que le débat démocratique soit enrichi par la contradiction des idées alternatives, pour éviter que nous n'allions à l'escalade de la violence. Si nous devons avoir des élections pacifiques et apaisées, cela dépendra du comportement des acteurs politiques, des acteurs institutionnels. Et sans cela, il n'est pas possible de créer un climat de confiance au niveau de la population. On a besoin d'électeurs qui soient rassurés que le jeu en vaut la peine, que les élections ne seront pas une farce, pour ne pas dire une mascarade. Pour le chemin que notre pays a accompli jusque-là, ce serait dommage de régresser. Un message qui mérite d'être internalisé par tous. Nommé il y a peu, les ministres conseillers du chef de l'État s'activent et c'est dans le respect des traditions et un engagement en faveur des réformes que Mariam Diaouga, ministre conseiller aux Affaires sociales et au Travail, a lancé sa tournée de vulgarisation des actions du gouvernement. La ville de Niki marque le début de cette mission où elle a rencontré la cour impériale avant d'aller vers les citoyens. Dans son périple, Abdoulafou Idrissou et Enoch Mpati. C'est avec enthousiasme que Mariam Diaouga, ministre conseiller aux Affaires sociales et au Travail, a lancé sa tournée de vulgarisation des actions gouvernementales. Pour ce premier acte symbolique, elle a choisi Niki, sa ville natale, où elle a d'abord reçu les bénédictions de la cour impériale avant d'échanger avec la population. Je ne pouvais pas commencer cette tournée sans venir prendre les bénédictions auprès de l'empereur qui a beaucoup prié pour nous, pour le Bénin, pour le président Patrice Talon et qui a dit qu'on a été effectivement honoré à travers ma modeste personne. La délégation se dirige ensuite vers le domicile de l'imam central de Niki.
afin de recevoir ses bénédictions. À la Maison des Jeunes, elle a présenté en langue nationale Batonou les avancées sociales et économiques du gouvernement devant une foule enthousiaste, notamment les femmes des groupements de Niki. Si on prête 100 000, on nous prenait 120 000. Maintenant, si on prête 100 000, nous les femmes, on donne 102 000 francs. Nos enfants, filles qui sont à l'école, l'enfant ne manque plus ce qu'il va manger. Et les études évoluent pour les enfants. Avant, j'étais à la maison. Donc, comme on m'a parlé de ces prêts, je suis allée et j'ai déposé les dossiers. Ils ne m'ont rien pris. Ils m'ont dit de faire la photocopie de ma carte simple, plus 2 photos. Ça n'a pas duré. Le prêt est sorti. Donc, j'ai reçu le message dans mon portable. Je prends, je vois que c'est microfinance. Des femmes qui s'en sortent, qui sont aujourd'hui autonomes à travers ce projet-là. Vous avez vu l'appui aux artisans, les artisans qui ont fait des témoignages à travers bien sûr les aides et tous les programmes de renforcement, de capacité, de formation de ces artisans-là. Le gouvernement de son Excellence le président Patrice Talon a mis l'homme au cœur de sa gouvernance. La journée s'est poursuivie par une rencontre avec les acteurs politiques de la ville visant à renforcer l'unité autour des réformes en cours. On a rencontré les partis qui soutiennent les actions du chef de l'État pour une synergie d'action. Parce que, comme vous le savez, l'année 2025 appelle notre engagement formellement. Expliquer un peu c'est quoi le rôle d'un ministre conseiller, comment ils peuvent être utiles pour vraiment m'accompagner dans ma mission. Prochaine étape, Sinandé et Bebereke, où Mariam Djaouga poursuivra sa mission d'écoute et de sensibilisation auprès des populations. Penchons à présent sur le partenariat local pour l'éducation Plébéné qui plaide pour une véritable inclusion des filles et des enfants handicapés dans le système éducatif. Plaidoyer fait à l'occasion de la journée de réflexion sur l'éducation inclusive. Écho depuis Porto Novo avec Viti Saouche et Miché Elébé. L'éducation inclusive au cœur de cette rencontre des organisations membres du partenariat local pour l'éducation PLE Bénin. Ce consortium, formé par 6 institutions, est entré dans sa phase opérationnelle après le lancement de ses activités en octobre 2023. Nous menons des activités communautaires pour que les populations à la base et à tous les niveaux cernent la pertinence de l'éducation inclusive. Les actions de plaidoyer sont aussi au rendez-vous pour amener les pouvoirs publics à mieux agir en faveur d'une éducation de qualité au Bénin. On continue de dénombrer au Bénin des centaines de milliers d'enfants hors de l'école, y compris des enfants handicapés confrontés à des défis sociaux, économiques et culturels. Chers gouvernants, chers partenaires techniques et financiers, la forte promotion des enfants hors de l'école, environ 4 sur 10 des enfants de 3 à 17 ans, en particulier les filles et les enfants à besoins spécifiques, nous interpellent. La rencontre est aussi un moment de partage d'expériences entre les divers acteurs de l'éducation inclusive. Cette journée est une occasion précieuse de nous rappeler l'importance d'une éducation qui ne laisse personne de côté. Une éducation qui célèbre la diversité et qui offre à chaque enfant, quelles que soient ses particularités, la chance de réaliser son plein potentiel. Votre contribution depuis 2 ans déjà est de qualité et offre aux acteurs du système éducatif le nécessaire espace d'échange et de capitalisation des acquis pour plus de rayonnement d'une école inclusive. À travers cette journée, le partenariat local pour l'éducation entend mobiliser davantage d'acteurs et de donateurs autour de l'éducation inclusive au Bénin. Restons dans l'univers éducatif et allons dans les foulées du ministre Yves Kwaro-Tchabi qui est descendu dans l'école de formation médico-sociale de Parakou. Il y a tenu à fouetter le moral des cadres de l'administration de cet établissement de formation pour les encourager à davantage de performances. Abdoulafou Idrissou, Dorcas Tito Tchaledji. L'acquisition
de moyens roulants. Une séance de reddition de comptes, un dialogue à bâton rompu entre les membres de l'administration de l'école de formation médico-sociale de Parakou et le ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Plusieurs points sont abordés, notamment la suppression et l'introduction de nouvelles filières porteuses. Le FMS dispose actuellement de 2 spécialités, à savoir la spécialité des hygiénistes d'assainissement, la spécialité des hygiénistes de salle. Il faut préciser qu'il y a la dernière promotion des techniciens sanitaires et des assistants sociaux, niveau B. La spécialité des assistants sociaux niveau B a été suspendue durant l'année scolaire 2023-2024. Celle des techniciens sanitaires a connu une mutation pour devenir la spécialité des hygiénistes d'assainissement. Le FMS va briller davantage. Il va briller par des formations nouvelles dans des métiers porteurs. Nous avons ouvert de nouvelles filières, nous allons en ouvrir d'autres. Et vous verrez qu'il y aura encore plus d'engouement que par le passé. Parce qu'avant, s'il y avait d'engouement, c'est parce que ceux qui sortaient de l'ENIAB étaient récupérés. Nous ferons en sorte que les métiers que nous allons ouvrir et les cohortes qui vont sortir, que personne ne reste plus à la maison parce qu'il n'a pas trouvé de l'emploi. Cette démarche responsable vise à garantir la qualité de la formation et à favoriser l'insertion professionnelle des apprenants. Cette séance de travail a permis à la délégation ministérielle de répertorier les doléances, de constater les difficultés rencontrées par l'administration et surtout d'encourager ses membres à redoubler d'efforts. Comment fonctionne la société de gestion des déchets de la salubrité? Eh bien, pour permettre au public d'en savoir davantage, elle se rapproche des usagers de ces services à travers des journées portes ouvertes à la place de l'Amazone à Cotonou. Une occasion pour le public de mieux connaître justement la SGDS et son fonctionnement. La SGDS qui s'emploie à rendre les villes béninoises plus propres et saines. Ariane Da Silva. Ils sont à l'œuvre jour et nuit. Ils débarrassent nos maisons, nos rues, nos entreprises, nos places publiques de toutes sortes de déchets. Dans leurs uniformes de couleur verte, les agents de la SGDS sont désormais les garants de la propreté. Vous nous voyez dans les rues, vous nous voyez dans les maisons ramasser vos déchets, vous nous voyez dans les caniveaux, dans les égouts nettoyés pour que les inondations s'éloignent de nous. Peut-être que les gens avant d'arriver ici ne savaient pas qu'à part le ramassage des déchets, nous gérons aussi les déchets liquides qui proviennent de leur maison. Les déchets liquides, je veux dire les bouts de vidange, les eaux usées domestiques. C'est donc pour mieux faire connaître la société de gestion des déchets et de la salubrité que s'organisent ces journées portes ouvertes. La SGDS a été créée en novembre 2018 sous le leadership du président Patrice Talon pour la mise en œuvre du projet de modernisation de la gestion des déchets solides et ménagers. Un projet phare du programme d'action du gouvernement qui implique la transformation du cadre de vie des Béninois. Au menu de ces journées portes ouvertes de la SGDS, panel de discussion sur différentes thématiques, stands d'exposition, démonstrations pratiques sur la gestion des déchets et de la salubrité. Vous avez bien fait d'organiser cette journée porte ouverte. Les thèmes débattus ont été très enrichissants. Comment agir pour davantage impacter les jeunes, mais aussi les adultes, pour des gestes éco-responsables. Je pense que le panel a permis donc d'insister sur la nécessité de réinventer notre école pour que l'école serve de lieu d'instruction et d'enseignement sur cette cause-là qui est très importante. De la promotion de l'éco-citoyenneté, c'est faire connaître qui est déjà éduqué, informé, mais c'est aussi reconnaître les modèles. Tout le monde doit être éduqué et par rapport à la gestion écologique de l'environnement.
L'apport que j'ai effectué, c'est de se baser beaucoup plus en fait sur les associations de volontariat pour avoir davantage des ambassadeurs de la SGDS, puisque avoir en fait un ambassadeur de la SGDS dans un environnement, c'est impacter directement l'environnement là, parce que cet ambassadeur sera en mesure en fait d'interpeller ceux qui essaient de polluer l'environnement où qu'ils soient. En attendant, la sensibilisation reste de mise pour garantir la propreté du cadre de vie. Que tout le monde s'associe à la SGDS pour rendre nos villes durables. Ce qui va permettre à la ville de Cotonou, par exemple, de maintenir sa position de ville plus propre d'Afrique de l'Ouest et de 6e ville plus propre d'Afrique. Les zones humides, on s'y penche, eh bien, elles rendent d'énormes services à l'humanité. Elles se rencontrent au sud du Bénin. Le 2 février est la date retenue pour les célébrer à l'international. Au Bénin, les manifestations officielles ont eu lieu ce mercredi 5 février dans le village d'Ogodo, arrondissement de Houédoma, commune des Aguégués. Un choix tout sauf anodin. On le voit dans le reportage de Calvador Armanon et Yves-Patrick Loco. Aguégué, zone humide, espace de transition entre la terre et l'eau, souffre des affres du changement climatique. La célébration en différé de la Journée mondiale des zones humides est une occasion pour mettre la lumière sur cette commune de 103 km². Les impacts sont de toute nature. Protéger les zones humides pour notre avenir commun. Des plans de palétuviers sont mis en terre. Ce site se situe dans la réserve communautaire Grand Okwe, implantée dans les communes de Soava, Sebekpodji et des Aguégués. Donc c'est un site de 4 hectares de paysages de mangroves dégradés. Je voudrais ici rendre un vibrant hommage aux communautés locales, aux chercheurs, aux organisations non gouvernementales et aux institutions internationales qui œuvrent quotidiennement pour la préservation des zones humides. Leur engagement est une source d'inspiration pour nous tous. Je vous invite à agir de 3 manières. Premièrement, faire des choix conscients pour stopper la pollution des zones humides. Deuxièmement, participer à l'effort mondial de conservation de la gestion durable des zones humides et enfin, prendre part aux actions locales de restauration des zones humides. La jeunesse, fer de lance de demain, est pleinement associée à l'entretien des palétuviers rouges ainsi mis en terre. Le creuset de cette jeunesse, constitué d'élèves, le club environnemental des jeunes ambassadeurs des mangroves est désormais structuré. C'est grâce au projet Mangrove. Il vise le renforcement de la résilience des écosystèmes de mangroves dans le sud du Bénin. Les associations communautaires pour la protection de l'environnement des Aguégués, de Sebekpodji et de Soava ont reçu du matériel de bureau pour mieux travailler sur le terrain pour la cause de l'environnement. Des égouts à ciel ouvert ou des canalisations non protégées sur la chaussée, c'est à risque, à grand risque parfois. Pourtant, bien de ces ouvrages étaient protégés ou couvertes. À Cotonou, le spectacle de ces ouvrages endommagés suscite quelques interrogations. Constat de Igor Ayossor et Arnaud Adadja. Cotonou, capitale économique du Bénin, en pleine chaussée, s'observe par endroits des trous pas comme les autres. Je pense que ce n'est pas trop bien, ce n'est pas trop adéquat pour la population. Ils délangent les véhicules, les gros camions et les motos aussi. Ce caniveau laissé ouvert présente beaucoup de risques. Ce sont des exutoires d'eau dotés à l'origine de couverts en acier. Normalement, on doit le protéger. Nous demandons souvent aux usagers de faire très attention parce que c'est vrai, nos rues ne sont pas éclairées comme cela devrait l'être et ces endroits-là ne sont pas parfois remarqués par les usagers de la voie et c'est ce qui crée les accidents. Doit-on parler d'ouvrages laissés sans protection? En tout cas, cette ouverture constatée est due à l'insouciance ou à la recherche de gains faciles de quelques personnes. Ceux qui volent ces couverts sont des ennemis de la patrie. Ça, c'est de l'incivisme. Quand quelqu'un s'en va prendre ça pour utiliser. Et quand vous faites ça, on peut vous amener à la police. Ou les responsables du quartier
lorsqu'ils remarquent qu'il y a de ces personnes-là qui volontairement enlèvent les couverts des caniveaux, eh bien, on peut les signaler. Comme le prétendent les usagers de la route, la disparition des couverts rend la circulation difficile. D'ailleurs, il serait bien de placer une caméra pour contrôler les destructeurs de la route. Il y a les tests qui prévoient que lorsque vous créez de dommages à la route, vous êtes responsable et vous devez indemniser. Et donc, ces personnes, si on les surprend, c'est qu'on va les amener à réparer la route et à essayer d'éviter de créer des dommages. Mais ce à quoi nous appelons, c'est qu'il n'est pas bien que la route, qu'on dépend des milliards pour construire, que nous-mêmes, nous prenons notre main pour encore détruire ces routes-là, parce qu'en réalité, c'est notre impôt, c'est de l'argent de nous tous, et si cet argent-là restait, l'État pouvait aller faire autre chose avec que d'être en train de faire l'entretien des routes pour des routes qui n'ont pas encore atteint l'âge de dégradation. Ces trous béants en pleine chaussée constituent de potentielles menaces pour les usagers de la route. On va à l'étranger avec cette question. La RDC va-t-elle vers sa libération? En tout cas, le M23 promet au travers de son premier rassemblement tenu ce jeudi depuis sa prise de contrôle de Goma cette perspective. En France, une explosion de saisie de drogue en 2024 est révélée alors que les agents publics français vont bientôt bénéficier d'un logiciel équivalent de ChatGPT aux États-Unis. Trump signe un décret excluant les athlètes transgenres des sports féminins. C'est l'essentiel de l'actualité à l'étranger que nous vous proposons à travers le récit de Odik Olak Bababito. Il draine du monde à sa cause pour une rencontre initiale. C'est le premier rassemblement du groupe armé M23 depuis sa prise de contrôle de Goma. Ce premier meeting s'est déroulé jeudi. Corneille Nangaa, leader du M23, a assuré vouloir libérer tout le Congo. Sortez, venez rejoindre la révolution, l'armée révolutionnaire du Congo, pour qu'on travaille ensemble. Dès ce lundi, que nous allons ouvrir les écoles, que les élèves reprennent les chemins de l'école. Bientôt un agent conversationnel dans la fonction publique en France. C'est l'annonce du ministre de l'Action publique, de la fonction publique et de la simplification ce jeudi à l'occasion de la présentation d'une feuille de route du gouvernement sur l'intelligence artificielle dans les services publics. Un logiciel similaire à ChatGPT serait bientôt mis à la disposition des 5,7 millions d'agents publics en France. Devenir la figure de proue de l'IA en Europe, promouvoir les usages concrets de cette technologie, les ambitions françaises sont nombreuses pour le sommet mondial organisé à Paris les 10 et 11 février prochains. Le président de la République aura l'occasion de faire un certain nombre d'annonces sur des grands projets d'infrastructure dans les jours qui viennent, a annoncé Clara Chapaz, ministre française chargée de l'IA, à l'issue d'un comité interministériel sur le sujet présidé par François Bayrou. Partout dans le monde entier, quand on parle d'intelligence artificielle, on a des talents français. Ils sont reconnus, on va continuer à les accompagner. On a 9 clusters IA qui visent à former 100 000 talents. On les soutient avec 360 millions d'euros pour former 100 000 personnes à l'intelligence artificielle à tous les niveaux de formation. Toujours en France, la montée en puissance du narcotrafic est désormais flagrante. Communiqué par le ministère de l'Intérieur, les chiffres définitifs de l'année dernière montrent une explosion des saisies de drogue. Les services français ont saisi 53,5 tonnes de cocaïne en 2024, soit une augmentation de 130% comparée à 2023. À cela s'ajoutent plus de 9 millions de comprimés d'ecstasy et de MDMA, ainsi que 618 kg d'amphétamine et de méthamphétamine, puis un total de 110 morts et 341 blessés. Des chiffres records selon le ministre de l'Intérieur qui reconnaît que la France faisait face à une submersion de drogue, un tsunami blanc. Désormais, les drogues les plus dures sont disponibles partout, à tout moment. Partout, en ville, dans les quartiers, comme en campagne. Et à tout moment, puisqu'il n'y a pas seulement les points de deal où on va acheter, le consommateur va vers le distributeur, mais c'est désormais avec les réseaux, par exemple, et le numérique, Ubersheet, c'est carrément la drogue qui vient vers le consommateur.
Plus d'athlètes transgenres dans des sports féminins aux États-Unis. Le président américain Donald Trump a pris un décret qui cherche à empêcher les athlètes transgenres de pratiquer des sports féminins. Une attaque supplémentaire contre cette communauté qu'il cible particulièrement depuis son retour au pouvoir. Avec ce décret, la guerre contre le sport féminin est terminée, a promis le milliardaire républicain en signant ce texte lors d'une cérémonie à la Maison-Blanche sous les applaudissements de plusieurs dizaines d'athlètes féminines. Concrètement, son texte prévoit de couper les subventions de l'État fédéral aux écoles qui permettraient à des élèves transgenres d'être membres d'équipes sportives féminine. Merci à Ola Rodrigue Babagueto pour son récit à l'international. Merci surtout à vous pour votre bienveillante attention. Merci à toutes les équipes. Bonsoir chez vous.